merci à Mouna Jafarian d'être avec nous aujourd'hui pour son livre « Je suis iranienne », qui est un livre essentiel, et ce que fait Mouna Jafarian au travers de ce livre et au-delà de ce livre est évidemment essentiel, puisque nous en avons déjà souvent parlé dans le cadre du laboratoire de la République. Ce qui se joue en Iran a quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'humanité, avenir de l'humanité qui, dans les jours un peu sombres que nous vivons, mérite aussi que nous regardions les scénarios optimistes. Et pourquoi c'est si essentiel? Pour deux raisons, et même davantage, mais deux raisons sur lesquelles je voudrais insister. D'abord, au titre de la cause universelle que représente la cause des femmes en Iran, bien entendu. Nous savons bien que cette cause-là est significative de la cause des femmes en général dans le monde, et que s'il y a des victoires de ce côté-là, ça voudra dire des victoires à l'échelle mondiale. Et deuxièmement, parce que derrière la question du régime des mollahs et de son éventuelle fin, se joue l'ensemble de la géopolitique du Moyen-Orient, et derrière cela, la géopolitique du monde. Donc, ce n'est pas un effet aile de papillon, parce que c'est une très grosse aile de papillon, mais c'est en tout cas un facteur décisif par lequel on peut rentrer dans des enjeux géopolitiques généraux et dans les basculements souhaitables du monde de demain, alors que nous voyons bien tous les basculements non souhaitables qui se produisent aujourd'hui. Donc ce que fait Mouna Jafarian est essentiel, et elle le fait avec un courage admirable. Vous êtes sûrement nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux, où elle fait partie des gens qui se battent. Elle fait partie des gens aussi qui payent le prix de cela. Elle prend tous les risques. Elle est donc une de ces magnifiques figures de courage que nous avons aujourd'hui, qui sont en réalité celles de la Terre, si j'ose dire. Hier soir, nous étions un certain nombre à l'Institut du Monde arabe pour défendre Boualem Sansal, et rassembler notamment les écrivains français et au-delà pour cette cause-là. Mais nous le voyons bien, le lien entre ces causes est évident. C'est tout simplement la cause de la liberté, la cause de l'égalité homme-femme, et la cause, j'ose le dire, d'un monde meilleur. Je terminerai par là. C'est que nous ne cessons, dans le cadre du laboratoire de la République, et bien au-delà des républicains au sens large, nous cessons de nous battre contre une série de choses, notamment contre les extrémismes, contre l'islamisme, qui peuvent tout simplement en finir avec la République et la démocratie. Mais aussi, nous savons nous battre pour, et nous devons nous battre pour un idéal de société. Et les femmes d'Iran portent un idéal de société. Et n'oublions pas non plus la joie qu'elles savent montrer. Elles ne sont pas seulement dans le combat, elles n'ont pas seulement la mort, il n'y a pas seulement la mort qu'elles risquent, il y a aussi cette joie de vivre, cette danse, ces chants, ce rôle de l'art, et finalement cette force de vie qu'il y a là. Donc ça m'arrive de résumer les choses ainsi, ça peut paraître manichéen, mais en fait, j'ai pas peur que ça le soit. Il y a les forces de vie d'un côté, les forces de mort de l'autre, dans un combat comme celui-là. Et donc, vive la vie, vive Mouna Jafarian, et nous allons maintenant l'écouter. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord présenter en quelques mots votre parcours, que vous décrivez, enfin vous résumez d'ailleurs au tout début de votre livre. Vous êtes né en Iran, à Téhéran, 3 ans avant la révolution islamique. Vous avez quitté l'Iran avec votre mère et votre frère pour venir habiter en France, mais votre père est resté en Iran, raison pour laquelle vous avez fait de nombreux allers-retours en Iran. Vous dites que votre culture est iranienne à l'intérieur et française à l'extérieur, et raison pour laquelle la douleur de ce peuple, depuis notamment le décès de Mahsa Amini, mais même avant, est aussi la vôtre. Vous avez tout abandonné, donc vous étiez décoratrice d'intérieur avant, vous avez tout abandonné pour consacrer vos jours et vos nuits à porter le combat des Iraniens et à faire savoir ce qui se passe et faire connaître les enjeux qui ont été résumés à l'instant par Jean-Michel. Et donc vous avez cofondé une association qui s'appelle Femmes Azadi, donc Azadi signifiant liberté en persan, avec d'autres femmes franco-iraniennes. Et le livre, au fond,
Et un élément de ce combat, c'est le prolongement de ce combat. Et du coup, on va le résumer en quelques mots aussi. Merci Chloé. Merci Chloé. Votre livre Mona Jafarian a la force du témoignage vécu. 12 femmes iraniennes racontent leur révolution, la manière dont elles ont vécu le soulèvement de 2022-2023 consécutif à l'assassinat de Mahsa Amini, battue à mort par la police des mœurs après une arrestation pour, je cite, port de vêtements inappropriés. En un mot, parce qu'elle n'avait pas caché ses cheveux, comme la loi islamique l'exige des femmes en Iran. Ce sont des histoires poignantes, de vie quotidienne, recueillies, brutes de décoffrage, mais accompagnées de vos commentaires judicieux et éclairants, Mona Jafarian. Ces témoignages issus de femmes aux origines et aux milieux très divers convergent. À les lire, le régime serait en fin de course. Haï par l'immense majorité des jeunes, il ne tient que par une répression terroriste de la population. Ces forces de répression, on le sait, tirent dans la foule à la mitraillette, écrasent en moto les manifestants tombés à terre, torturent et violent les opposants dans leurs prisons. On y découvre que cette jeunesse, par sa mobilisation, entend renverser le régime des mollahs et, je cite, récupérer son pays qu'elle estime détourné de sa vocation par une idéologie étrangère à son histoire, l'islamisme, qui a été introduite en 1979. Il s'agit donc d'une révolution à la fois nationale, mais en même temps démocratique. On a l'impression que la pression religieuse, le poids des interdits du haram, c'est tout ce qui reste en réalité du programme révolutionnaire des imams de 79, d'où l'extrême circonspection avec laquelle ce régime traque les déviances, la violence avec laquelle il réprime l'apostasie, les condamnations à mort, les pendaisons. Bref, ce régime, à vous lire, il ne tient qu'à un fil. Mais à vous lire aussi, Mona, on découvre aussi que les mosquées sont vides, qu'elles ferment par milliers, que la majorité des jeunes Iraniens se déclarent dorénavant athées ou agnostiques, tant ils sont révoltés par la pratique de l'islam qui a été introduite par ce régime. On découvre aussi, en vous lisant, qu'une vie sociale et culturelle normale, je dirais à l'occidental, se déroule dans l'underground des grandes villes iraniennes, que la jeunesse iranienne aspire à une normalité démocratique qu'on lui refuse. Je pose la première question ? Oui. Ok. Alors, en lisant votre livre, en fait, la plupart des récits de femmes que vous citez, c'est des récits de femmes jeunes et éduquées. Donc, je me demande s'il s'agit d'un portrait de l'Iran d'aujourd'hui ou d'un portrait de la jeunesse iranienne éduquée. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un conflit de génération ? On a l'impression, en lisant certains témoignages de jeunes femmes disant que leur père a été intoxiqué par la doxa islamiste et qu'elles se révoltent contre lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une révolte de génération dans le conflit politique qui est en train d'avoir lieu en Iran depuis quelques années? Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux. La nouvelle génération, à la différence des précédentes, elle a brisé le mur de la peur. Donc c'est vraiment là où se situe la différence. C'est-à-dire que la génération de ma mère, par exemple, avait une peur effroyable de la République islamique. Et puis, lors de ma génération, on a vu des mouvements de protestation où les gens, finalement, craignaient tellement ce régime qu'ils se réfugiaient dans l'espoir de réformes, en se disant, finalement, on n'arrivera pas à s'en débarrasser, donc autant miser sur des réformateurs, autant miser sur un mieux dans la société. Et puis, il y a eu cette nouvelle génération qui, elle, a compris que la République islamique, tant qu'elle existera, continuera sa doctrine islamique, continuera sa doctrine terroriste, et que le seul moyen de vivre mieux était de détruire ce régime. Alors, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus athées et plus éloignés de l'islam que les générations précédentes? Très certainement, notamment celle de 79. Après, que ce soit la génération de ma mère, la mienne, on était déjà culturellement très iranien. Donc ce qu'on appelle culturellement très iranien, il faut savoir que l'Iran pré-islamique tient toutes ses fêtes, sa langue, ses célébrations, ses rites, du zoroastrisme, et qui était la religion de l'Iran et qui est la plus vieille, plus ancienne religion monothéiste au monde. Et encore aujourd'hui, et malgré tout ce que le régime a tenté,
Ces fêtes sont les plus fêtées en Iran, les seules fêtées en Iran. Et par exemple, on peut voir les gens aujourd'hui, quelle que soit la génération, pendant le ramadan, pendant ces fêtes-là, se rendre sur la tombe de Cyrus le Grand, se rendre à Persépolis, fêter, faire la fête dans la rue, manger, danser. Et finalement, c'est un pied de nez permanent contre ce régime qui voulait nous interdire ces célébrations, mais qui a dû, face à 85 millions d'Iraniens, courber les chines et nous laisser continuer à être iraniens. Et je pense que la chose la plus importante, c'est qu'en 79, quand Khomeini a pris le pouvoir, il a eu ces mots très durs, où il a dit si nous voulons imposer l'islam aux Iraniens, il faut tuer toute iranité en eux. Tant que ces gens-là se sentiront iraniens, ils n'accepteront pas l'islam. Et bien, c'est peut-être la seule chose sur laquelle il avait raison. Et 45 ans après, malgré tout l'endoctrinement qu'ils ont tenté de mettre en place, jamais il n'y a eu un tel fossé entre le régime et le peuple iranien. Vous dites que... Vous dites que depuis 2 ans, vous avez constaté que votre combat est parfois mal compris ici, détourné, ou même vous employez le mot glamourisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont dans le bon sens, puisque toute votre action est tournée vers le fait de faire mieux connaître et partager ce combat? Qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre et est-ce que les choses vont dans la bonne direction? Alors, je dis souvent que le combat des Iraniens, en général, est glamourisé parce que quand on parle de l'Iran, on voit tout de suite une Iranienne, voile à la main, en train de le brûler, on imagine un ralenti et une musique victorieuse derrière. Et j'ai l'impression qu'on minimise la barbarie du régime quand on fait ça. Parce que derrière ce geste, nous, on a des milliers de noms de jeunes filles qui ont entre 15 et 22 ans, qui ont été violées, battues et torturées à mort. Qui ont été jetés de toits d'immeubles, qui ont été enfermés et fouettés. Et surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas le combat des Iraniennes, c'est le combat d'un peuple uni. Et c'est pour ça que nous, on alerte souvent sur le fait que réduire le combat des Iraniennes au port du voile obligatoire, ou même à l'apartheid de genre, c'est finalement trahir la cause qui est la nôtre, parce que les hommes iraniens ne sont pas beaucoup plus heureux aujourd'hui en Iran. Il y a un Iranien qui est pendu toutes les 4 heures par le régime. Le plus grand nombre de victimes se trouve au sein des hommes iraniens. Et même si on a envie parfois de dire que cette révolution est une révolution féministe, alors il va falloir décerner le prix des plus grandes féministes de l'histoire aux hommes iraniens. Parce que c'est peut-être la première fois où on a vu des milliers d'hommes sortir dans la rue et mourir en scandant « Femme, vie, liberté ». Et les femmes répondaient « Homme, patrie, prospérité », comme pour dire sans cesse au monde: oui, on est en avant-garde, oui, on est le symbole de cette révolution parce qu'on est doublement opprimé. On est opprimé parce qu'il y a la République islamique, mais on est opprimé parce qu'on était femme et qu'on le sait, la cible principale de l'islamisme est la femme. Mais il ne faut pas oublier justement cette unité d'un peuple parce que sinon on laisse la porte ouverte aux réformateurs. Et le travail des réformateurs, c'est de vous faire croire que si demain le voile n'est pas obligatoire, si demain on allège un peu les conditions de vie et qu'on accorde un peu plus de droits aux femmes, eh bien les Iraniens seraient heureux. La réalité, c'est qu'on a face à nous le plus grand financier du terrorisme mondial et surtout du djihad idéologique. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans nos facs, dans nos rues, chez certains partis politiques, de manière générale, cette inversion des valeurs à laquelle on assiste en Occident a sa racine en 1979 en Iran et encore aujourd'hui via la République islamique. Et du coup, en fait, est-ce que les choses vont dans le bon sens, dans la prise de conscience ici? Eh bien, je trouve qu'il y a eu une prise de conscience à partir du 7 octobre. Parce qu'avant le 7 octobre, nous, on a eu de cesse d'alerter en disant la République islamique est aux abois, et quand la République islamique est aux abois à l'intérieur, elle enclenche ses proxys terroristes. Donc on disait l'Europe va être attaquée. On était persuadé que c'était l'Occident qui allait être attaqué, finalement c'est Israël qui l'a été. Et je pense que c'est vraiment là où il y a eu un point de bascule parce que ce dont nous on parlait en disant, quand on vous parle de tentacules islamistes, quand on vous parle du Hamas, du Hezbollah, des Houthis, des brigades irakiennes chiites, ça paraissait très lointain finalement pour les gens.
Et là, on les a vus à l'œuvre, on l'a vu de manière concrète, on a vu les dégâts qui peuvent être causés, et surtout on a vu que toute l'instabilité au Proche et au Moyen-Orient était entre les mains du régime à Téhéran. Et donc ça a ouvert pas mal les yeux d'une certaine partie de la population, mais ça a aussi radicalisé une autre partie qui s'est retrouvée à devenir l'ennemi numéro un des Iraniens. Donc on s'est retrouvé avec des assauts féministes qui se sont mises à nous insulter, à nous bloquer, à faire barrage à notre cause. On s'est retrouvé avec des étudiants qui ne voulaient plus nous donner la parole. On s'est retrouvé menacés, insultés par des militants qui étaient souvent d'extrême gauche ou ce qu'on appelle Antifa, parce que du coup on devenait une épine dans le pied de ce que eux voyaient comme étant l'axe de la résistance, qui en réalité est un axe terroriste. Donc effectivement, je pense que ça a ouvert des yeux, mais ça a aussi compliqué le combat. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un éveil chez certaines démocraties, mais malheureusement, pour le moment en tout cas, mais je pense qu'on en parlera, l'Europe ne suit pas. L'Europe n'est pas à la hauteur. Alors précisément, le régime iranien, il était derrière le Hezbollah au Liban, il était derrière le Hamas à Gaza. Le régime iranien, il était le soutien principal avec la Russie de la Syrie de Bachar el-Assad. Le moins qu'on peut dire, c'est que ce régime, en ce moment, il est sur la défensive. Il a perdu énormément d'atouts. Il recule sur tous ses fronts. La grande inquiétude qu'on a en Occident, c'est que ce régime, pour compenser cette série de pertes, j'ai oublié de dire aussi que Israël a désarmé ses défenses antiaériennes suite au bombardement d'Israël par l'Iran, auquel Israël a répliqué de manière vive. Le moins qu'on peut dire, c'est que ce régime, donc, il est sur la défensive. Une des grandes craintes que nous avons en Occident, c'est que, comme il n'est pas très loin d'obtenir la bombe atomique, il pousse un peu plus loin son avantage dans ce domaine et qu'il s'équipe une bonne fois pour toutes d'une bombe qui le rendrait en réalité invulnérable, comme on le voit aujourd'hui quand la Russie envahit l'Ukraine sans risquer grand-chose parce que c'est une puissance nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Iran puisse devenir une puissance nucléaire? Qu'est-ce qu'en pense la jeunesse contestataire dans la rue? Qu'est-ce qu'elle pense du conflit du Moyen-Orient? Vous avez l'air de dire que la jeunesse iranienne est plutôt favorable à la cause israélienne. C'est très étonnant d'entendre ça ici parce qu'on a toujours l'impression que l'Iran est derrière tous les pires islamistes du Moyen-Orient. Alors, oui, effectivement, la jeunesse iranienne, elle a l'opposé total de la jeunesse occidentale, puisque le peuple iranien est perçu au Proche et au Moyen-Orient un peu comme un ovni, puisqu'on a un peuple qui est quand même à la grande majorité pro-israélien, au-delà d'une histoire, parce qu'il y a une histoire très ancienne de plus de 2500 ans commune entre le peuple juif et le peuple perse qui a commencé dès Cyrus le Grand. Mais au-delà de l'aspect historique, il y a aussi un aspect géopolitique, puisque les Iraniens, là où par exemple l'administration Biden ou l'Europe leur a tourné le dos au moment de la révolution Femmes, Vie, Liberté, eh bien les Israéliens, eux, ce que disent les Iraniens, c'est Netanyahou a détruit en 15 mois ce que Khomeini avait mis 40 ans à construire. Et c'est vrai que pour eux, tant qu'on affaiblit le régime, on leur permet de mener à bien cette révolution. Et d'autre part, le gouvernement israélien connaît parfaitement les Iraniens, connaît très bien le peuple iranien. On voit qu'il y a une cellule iranienne qui est très efficace, puisqu'on s'adresse directement au peuple iranien. Le ministère des Affaires étrangères israélien a une chaîne Instagram en persan, l'armée israélienne a une chaîne en persan. Donc en fait, des messages sont envoyés directement au peuple iranien, et le peuple iranien répond directement au gouvernement israélien, soit via des actions dans la rue, soit des messages écrits sur les murs, soit sur les réseaux sociaux, à tel point que la République islamique a dû instaurer de nouvelles lois pour réprimer quiconque apporterait son soutien publiquement au peuple israélien. Et d'ailleurs, je pense que les Iraniens ont été les seuls, après le 7 octobre, partout à travers le monde et à l'intérieur du pays, à montrer une solidarité après les attaques du Hamas du 7 octobre, parce que personne mieux que les Iraniens ne connaît leur barbarie. Et ce que nous, on dit souvent, c'est que le 7 octobre, c'est tous les jours en Iran. C'est tous les jours depuis 45 ans. Donc personne ne sait mieux que nous ce qui est en train de se passer. Sur la question du nucléaire, la République islamique est aujourd'hui à même de construire 3 bombes nucléaires. Donc on en est là. Maintenant, l'erreur serait de penser que comme Donald Trump s'est retiré du traité, du deal, eh bien on en est arrivé là. C'est pas vrai, parce que la République islamique, depuis 45 ans, ment. Depuis 45 ans, se sert de levier de chantage. Donc que ce soit des otages d'État, il y a aujourd'hui 3 Français qui sont encore
retenus en Iran comme monnaie d'échange. Il y a 2 Britanniques qui ont été arrêtés la semaine dernière. Donc il y a une politique déjà d'otages d'État, il y a une politique de proxy qu'Israël a quasiment détruit, mais qui servait à chaque fois de moyen de pression. Il y a une politique d'attentat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Occidentaux font un pas pour affronter le régime, eh bien, le régime dit si vous faites ça, eh bien, nous commettrons des attentats sur votre sol, ou en tout cas dans la région. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 soldats américains qui ont été tués en janvier de l'année dernière par les proxys de la République islamique. Donc c'était encore un moyen d'envoyer un message à Joe Biden à l'époque. Il y a 2 solutions. Soit on pratique une politique d'apaisement, c'est ce qu'a choisi l'Occident depuis 40 ans et on voit où on en est. Soit on décide enfin une bonne fois pour toutes qu'il est temps pour ce régime de partir et on a la meilleure arme entre les mains et c'est le peuple iranien. Parce qu'il ne demande qu'une chose, c'est isoler diplomatiquement, mettez les sanctions, asséchez leurs comptes, faites en sorte de les affaiblir et nous on fera le travail de l'intérieur. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la stratégie qui a été adoptée par le monde libre. Bah, ça fait le lien avec ma question suivante. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, l'Europe ne suit pas et n'est pas à la hauteur. Trump, de ce point de vue-là, qui occupe beaucoup l'Europe, il a encore déclaré aujourd'hui que Zelensky était un dictateur. Est-ce que de ce point de vue-là, l'élection de Trump n'est pas aussi une très mauvaise nouvelle pour vous? Parce qu'elle va notamment détourner l'attention de cette cause-là pour essayer de gérer les dégâts que peut provoquer Donald Trump. Alors, est-ce que l'élection de Donald Trump est une catastrophe en tant que Française, donc européenne? Oui. Est-ce que c'est une catastrophe en tant qu'Iranienne? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on estime plus ou moins que Joe Biden a débloqué 200 milliards de dollars à la République islamique pour tenter d'apaiser la bête. Si cette politique n'avait pas été en place, il n'y aurait très certainement jamais eu de 7 octobre. Malgré toutes les demandes de la diaspora iranienne aux États-Unis, nous n'avons jamais réussi à convaincre les démocrates que la seule solution avec la République islamique était de se montrer ferme. Il y a une grande ONG américaine aux États-Unis qui s'appelle Nufti et qui a fait une courbe pour montrer qu'à chaque fois que les sanctions étaient au maximum, le massacre du peuple iranien diminuait, le terrorisme diminuait et les attaques des proxys diminuaient. Et qu'à chaque fois qu'on était dans une politique d'apaisement, l'enrichissement de l'uranium remontait, le massacre du peuple iranien remontait. Donc il y a une cause à effet direct qui a été prouvée. Je ne peux pas juger aujourd'hui de ce que sera la politique de Donald Trump. C'est quelqu'un d'imprévisible, c'est quelqu'un qui a des mots très forts, parfois très difficilement analysables tellement il va loin. Mais la réalité, c'est que lors de son premier mandat, la République islamique était à genoux. Il avait fait baisser de plus de 80% leur vente de pétrole, il avait empêché toute transaction financière, il avait fait la chasse à toutes les banques qui continuaient à commercer avec eux. Et là, depuis sa prise de pouvoir, il a réinstauré des sanctions maximum, mais surtout, ce qu'il a visé en premier lieu, c'est le circuit de vente illégale du pétrole iranien. C'est-à-dire que la République islamique est en train de perdre des centaines de millions de dollars chaque jour. À tel point que la monnaie a totalement dégringolé. Donc aujourd'hui, 1 dollar vaut 90 000 tomates. Autant vous dire que même acheter des tomates, c'est devenu compliqué pour le peuple iranien. Mais les Iraniens s'en contentent parce qu'ils savent que c'est la seule voie pour réussir à faire tomber le régime. La République islamique a essayé d'injecter des centaines de millions de dollars dans l'économie iranienne pour tenter de faire baisser le cours du dollar. Ils ont tenu 4 heures. Et ça n'a pas marché. Donc on sait que d'ici quelques semaines, ils vont être à court de liquidités. Ils n'ont plus Bachar al-Assad, donc ils n'ont plus leur plaque tournante pour transférer de l'argent, ni le trafic de drogue de Cartagon, qui était quand même une source très importante. Ils n'arrivent plus aujourd'hui à ramener de l'argent au Liban ou même à blanchir de l'argent, puisque le gouvernement libanais a également pris des mesures très fortes suite aux pressions israéliennes. Et je dis bien israéliennes parce que, encore une fois, de ce côté-là, l'Occident n'a pas su être assez ferme. Donc il n'y a plus aucun vol iranien qui est autorisé ni au Liban, ni en Syrie à l'heure actuelle. Donc le régime est totalement paralysé. Et c'est pour ça que les Iraniens n'arrêtent pas de dire on est à un tournant historique. Et c'est maintenant qu'il faut se positionner pour nous permettre de terminer le travail et de débarrasser le monde de la République islamique. Je viens de lire dans
Je viens de lire dans Foreign Affairs un article qui date de février, donc de Akbar Ganji, qui se termine en disant, enfin qui évoque la possibilité que le fils de Khamenei, qui s'appelle donc Mojtaba Khamenei, devienne le successeur de son père à la tête du pays, ce qui serait extravagant, si je comprends bien, dans le cadre de la pensée chiite qui ne respecte absolument pas l'idée de quoi que ce soit d'héréditaire en matière de fonction publique. Mais cet article se termine par quelque chose qui me pose question, et j'aimerais bien avoir votre réponse, Mona Jafarian, à cette question. L'article se conclut en disant les sanctions décidées par l'Occident, parce que malgré tout elles existent, et au niveau de l'Union européenne elles sont même assez sévères, ces sanctions privent la population iranienne de revenus. On voit que les chiffres du PIB les plus récents, le PIB par habitant est tombé, en 2019 il est tombé à $5 000 par habitant et par an, et il est remonté péniblement à 5 830 cette année, l'année dernière. Or, dit cet auteur, en privant le peuple iranien de ressources, en affamant, on peut dire, la population iranienne, parce que beaucoup de gens ont du mal à vivre, on prive aussi la dissidence et l'opposition de forces vives, on désarme une classe moyenne qui est bien nécessaire à renverser ce régime. Qu'en pensez-vous? Est-il souhaitable de poursuivre la politique de sanctions qui n'a pas l'air très efficace? Faut-il la lever simplement pour alléger le poids qui pèse sur le peuple iranien qui n'est pas forcément responsable des horreurs commises par ses dirigeants? Alors ce discours des sanctions qui vise d'abord le peuple iranien, c'est celui des réformateurs. Donc c'est justement toute la stratégie, c'est de faire croire à l'Occident que si on allégeait les sanctions, ça permettrait au peuple iranien de vivre mieux. Il faut savoir que 65% des richesses de l'Iran sont entre les mains des gardiens de la révolution. La corruption est telle que de toute façon, les faits levons les sanctions et le peuple va en profiter, ça n'existe pas en Iran, parce que toutes les richesses sont entre les mains des mêmes personnes et le peuple n'en bénéficie pas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les sanctions soient ciblées. Ça fait plus de 2 ans que les Iraniens demandent à ce que le corps des gardiens de la révolution islamique soit classé comme organisation terroriste en Europe. Systématiquement, l'Europe refuse. Donc pendant près d'1 an et demi, on a eu Joseph Borrell qui nous expliquait que les conditions juridiques n'étaient pas réunies. Donc on a remis un rapport juridique complet à toutes les chancelleries européennes pour leur prouver que si. Et puis on s'est dit avec l'arrivée de Kala, ça va changer les choses. Et puis là, on voit encore que c'est très frileux, puisqu'on a réussi à faire passer une résolution à l'Assemblée nationale pour justement demander à Emmanuel Macron de passer le cap. Et la réponse du ministre qui était ce jour-là là-bas, c'est que de toute façon, il n'y a pas consensus. Et puis il y a déjà assez de personnes sous sanction, donc pas la peine d'en faire plus. Que ça change rien. Et si ça change rien, faisons-le. Ça fait quand même 2 ans que les Iraniens le demandent. Et là, dans très exactement 10 jours, le Conseil de l'Europe va se réunir sur l'Iran. Et tout notre travail va être, durant ces 10 petits jours, de sortir notre carnet d'adresses, nous Iraniens, partout en Europe, pour faire pression, faire jouer nos contacts, pour leur dire c'est maintenant ou jamais. On est passé à côté de la Russie, on n'a pas su gérer. On est passé à côté du Liban, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que moi quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler 3 minutes au Libanais sans prononcer une seule fois le mot Hezbollah, je me suis dit on passe encore à côté de quelque chose, donc ne passons pas à côté de l'Iran, parce qu'au-delà du côté humaniste, soyons très pragmatiques, 10% des matières premières mondiales sont en Iran. Donc c'est un des pays les plus riches au monde, avec une des populations les plus éduquées au monde. Donc un Iran libre et démocratique, c'est un partenaire économique vraiment considérable, un partenaire de stabilité aussi dans la région, dont on manque tant parce que l'islamisme progresse aussi au Proche et au Moyen-Orient, malheureusement dans certains pays. Donc je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose et qu'il serait temps qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus importante pour pousser l'exécutif à agir enfin. Ce qui est absolument limpide, c'est que les Iraniens veulent une démocratie laïque. Ça, c'est vraiment 90% de la population iranienne aujourd'hui. Je pense que je vais reprendre les mots d'un des bras droits de Khomeini qui, il y a 1 semaine très exactement, à la télévision d'État, alors c'est la personne qui est en charge de tous les médias affiliés directement à Ali Khamenei, qui est le guide suprême, et qui, en pleine interview, dit j'ai fait un sondage il y a 1 an et puis j'ai eu envie d'aller sonder le peuple à nouveau et j'ai traversé l'Iran de long en large.
j'ai questionné les gens, j'ai parlé avec tout le monde, et aujourd'hui je peux vous affirmer que 70% des Iraniens soutiennent Reza Pahlavi à travers le pays. Alors qui est Reza Pahlavi? C'est le fils du dernier Shah d'Iran qui aujourd'hui a vraiment un soutien massif au sein de la population iranienne à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, et qui pour sa part a une mission, c'est d'amener les Iraniens à la démocratie. Donc on ne parle, comme je parle du Shah, je préfère être précise dans mes propos, il ne parle ni de monarchie, ni de république. Sa seule mission, c'est de prendre la tête d'un gouvernement provisoire, d'amener les Iraniens à une démocratie et de leur permettre de voter librement pour la première fois de leur vie, pour la forme de démocratie qu'ils souhaitent, mais aussi pour le dirigeant qu'ils souhaitent. Donc je trouve que de ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on a vu par exemple avec la Syrie ou ce qu'on a vu avec l'Irak, on a quand même une chance absolument incroyable d'avoir un peuple qui est uni derrière un leader qui rassemble aussi bien les minorités que les différents groupes, que les femmes, que les hommes, qui est très populaire dans les milieux les plus défavorisés et qui a une ligne très claire. Et donc on sait déjà que le chaos n'aura pas lieu demain, mais à condition de l'accompagner dans cette transition, et c'est ce qu'il fait inlassablement. Il était là, il a fait une tournée européenne massive durant 2 semaines pour justement appeler les Européens à soutenir le peuple iranien et à commencer dès maintenant avec lui à travailler sur cette transition pour pouvoir faire le moins de victimes civiles possible en Iran. Je vais vous citer, ou plutôt je vais vous citer l'une des personnes, la 11e femme que vous interviewez dans votre livre. Les mecs se croient encore à l'époque du prophète. Ils coupent des mains, ils crèvent des yeux, ils pendent des gens, ils fouettent des hommes et des femmes. Chaque châtiment a son verset. Mais sérieusement, quand vont-ils évoluer? Et vous, vous dites, commentez dans ces termes, je ne dis rien à Khazal, mais si elle savait à quel point en France, elle aurait eu la police de la bien-pensance sur le dos pour ses paroles. C'est ce qui m'arrive quand je dénonce la cruauté de l'islamisme, l'apartheid sexuel qui en découle, les violations des droits des femmes. L'accusation d'islamophobie qui est manipulée chez nous par la gauche, manifestement elle est manipulée dans un sens très différent par les conservateurs au pouvoir en Iran. Comment vous expliquez ce hiatus d'interprétation entre ici où on a l'impression que ne pas tolérer l'islamophobie c'est faire preuve d'intolérance, alors qu'en Iran, d'ailleurs c'est les Iraniens, si je suis bien informé, qui ont inventé le concept même d'islamophobie. Ce concept, enfin c'est ce que raconte Taguieff, et je pense qu'il a raison, ce concept ici, il est utilisé encore une fois dans un sens très différent de ce qu'il est là-bas. Comment expliquer cette différence d'interprétation, de vécu entre le terme islamophobie en Iran et chez nous en Occident? Alors l'islamophobie n'a pas été créée par les Iraniens, mais par Khomeini, enfin, qui adorait ce mot, et pour nous, Iraniens, il n'existe pas. Donc je pense que des gens devraient commencer par l'affirmer, l'islamophobie n'existe pas. En fait, si on parle de phobie, c'est une peur irrationnelle, et croyez-moi, la peur des Iraniens, elle est hyper rationnelle. Donc si on pouvait arrêter avec ce terme qui finalement est juste un moyen de réduire au silence les gens qui dénoncent ce qu'ils ont vécu dans leur chair. Et puis effectivement, pendant que j'écrivais ce livre et que j'écoutais les témoignages de ces femmes, je me disais, mais bon Dieu, si j'écris ça en France, je vais me faire égorger. Et je vous promets que je me retrouvais à avoir honte de me dire, c'est moi qui suis en France et c'est moi qui ai peur, alors qu'elle est en train de me dire des choses pour lesquelles elle est en train de risquer sa vie. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, mais on a complètement basculé en fait. Et pour prendre un exemple très concret, hier soir j'ai participé à une conférence féministe et je voyais beaucoup de gens avoir beaucoup de mal à dire les choses et de dire moi je suis musulmane, je suis très fière de l'être, l'islam c'est pas ça. Et puis il y avait quelqu'un d'autre à côté qui disait mais bien sûr ce n'est pas ça. Et au bout d'un moment j'ai dit écoutez, soit on est là pour faire de la langue de bois, soit on est là pour parler sérieusement des choses et toutes ces choses que pratique aujourd'hui la République islamique, comme elle le dit elle-même très bien d'ailleurs dans son témoignage. Eh bien il y a des versets qui correspondent. Et si on veut au bout d'un moment qu'il y ait une amélioration, si on veut qu'il y ait une remise en question de ces principes moyenâgeux et particulièrement barbares, il faut oser poser les mots dessus et arrêter de faire comme si finalement ça n'existait pas, que c'était mal interprété. Le fait qu'une femme vaille la moitié d'un homme, qu'elle soit consommable dès ses premières règles, qu'elle soit battue si elle n'obéit pas, que le viol conjugal n'existe pas, qu'elle est obligée d'avoir un tuteur masculin pour pouvoir voyager, travailler, ou même parfois même, dans certains versets, adresser la parole à un homme, hormis si c'est vital, c'est écrit dans les textes religieux. Donc si on veut qu'il y ait un progrès sociétal, je pense qu'il faut arrêter de trembler, les dénoncer,
Parce que moi, je le dis toujours, les féministes, elles descendent dans la rue par dizaines de milliers quand on a 3 frappadingues chrétiens qui veulent interdire les femmes d'avorter aux États-Unis, mais bizarrement, quand le frappadingue il est musulman, tout le monde se tait. Et d'un coup, il ne faut plus... J'aime aussi une iranienne quand je vous dis qu'on l'a vécu dans notre chair. Mais effectivement, et je pense qu'il faut arrêter de trembler. Et malheureusement, aujourd'hui en Occident, on ne cesse de réduire au silence les Iraniennes en leur disant vous êtes islamophobes. Donc j'en suis arrivée au stade où je dis oui, je le suis, j'assume, est-ce que je peux parler maintenant? Voilà. Si on passait aux questions dans la salle, parce que je sens qu'il y a une forte demande dans ce domaine. Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'est vraiment important pour nous de l'entendre. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau gouvernement, du nouveau pouvoir en tout cas en Syrie, et comment ça peut jouer en faveur ou en défaveur de la Syrie? Merci. De l'Iran. Pour moi, il n'y a pas d'islamisme modéré, hein. Donc forcément, j'ai pas maintenant, Bachar al-Assad devait partir, ça c'est une certitude. L'influence que ça a sur l'Iran, c'est que ça a affaibli la République islamique, puisque Bachar al-Assad était le plus grand allié de la République islamique. Donc tout ce qui est réseau d'armement, de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants, et aussi de livraison d'armes, que ce soit aux proxys palestiniens ou libanais, a pris un véritable coup dur. Donc aujourd'hui, le régime est paralysé. Maintenant, sur ce qui est de l'avenir de la Syrie, encore une fois, je trouve que l'Occident va trop vite et qu'on ne met aucune condition, qu'on accueille à bras ouverts et qu'on n'a encore aucune certitude sur ce qui est censé être l'avenir de la Syrie. Et je trouve qu'on se montre un peu mou. On est déjà en train de parler de lever toutes les sanctions, de le recevoir comme un chef d'État. On ne demande aucune garantie. On voit bien quand même que les minorités et les chrétiens demandent à ce qu'on soit prudent dans la manière d'avancer. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'avancer pour le peuple syrien parce que j'aime pas beaucoup qu'on prenne la parole et que beaucoup de mes amis syriens me disent « Mona, fais-nous confiance, on ne laissera pas faire une deuxième dictature ». J'espère qu'ils ont raison, et parce que le peuple syrien mérite enfin de pouvoir vivre libre. Ils ne se sont pas battus 15 ans pour se retrouver avec Daesh au pouvoir. Question. Bonjour, merci pour ce que vous avez dit. Comment est-ce que vous voyez concrètement le fait de renverser de l'intérieur le régime? Je veux dire, vu de l'extérieur, les gardiens de la Révolution ont l'air extrêmement puissants. Si les Iraniens étaient assez forts, disposaient d'assez de ressources, ils auraient pu les renverser avant. Qu'est-ce qui peut faire que ça se déclenche maintenant et que ça réussisse? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a énormément de désertion au sein même du régime. Donc, tous les jours, il y a des gens qui quittent ce régime. Il y a énormément de réformateurs qui rejoignent le peuple. Il y a énormément de membres des gardiens de la révolution islamique qui aujourd'hui ne fonctionnent plus avec le régime. Et je pense que la meilleure preuve de la faiblesse du régime aujourd'hui, c'est peut-être la mort de Haniyeh au sein même du bâtiment le plus protégé du régime en plein Téhéran lors de l'investiture de Pezeshkian, le président, puisque quand vous avez le chef du Hamas qui est en plein Téhéran et qui arrive à se faire tuer de cette manière, c'est qu'on voit bien finalement la faiblesse des gardiens de la révolution. Et je pense que le seul pays qui a compris finalement qu'il n'était pas aussi fort que ce qu'il prétendait, c'est peut-être Israël. Et le reste du monde les voit comme finalement indestructibles. Mais ils ont beaucoup plus peur du peuple iranien que le peuple iranien a peur d'eux aujourd'hui. Et je pense que les prochaines manifestations massives de rue, parce que les gens se préparent en Iran, les étudiants se préparent, les ouvriers se préparent. La seule chose qu'ils attendent aujourd'hui, c'est l'étincelle. Alors l'étincelle, ça ne va pas être la mort d'une autre jeune fille pour une mèche de cheveux. L'étincelle, ça va être une déclaration nette et claire de l'Occident en disant « on est de votre côté cette fois, on prendra les mesures qu'il faut, allez-y ». Et vous allez voir que beaucoup de Basij et de policiers vont déposer les armes ce jour-là, et on en est persuadé. Bonjour Edouard. On a juste l'impression, j'ai l'impression en tout
tout cas en vous entendant, qu'il n'y a que en fait, Israël qui serait capable de casser, d'intervenir, parce que les Occidentaux ont peur. Israël serait prêt, d'après les déclarations, pour se protéger. Est-ce qu'il y a, comment dire, un plan israélien avec la résistance iranienne qui est prévue ou qui est dans les tuyaux? Et également, vous parlez du Shah, le fils du Shah. Bon, d'un point de vue occidental, il m'apparaît toujours le fils de son père, même s'il décline. Mais les trois organisations qu'il y a à l'extérieur, est-ce qu'elles soutiennent le fils du Shah? Donc, pour résumer, y a-t-il un plan avec Israël? Et les trois organisations soutiennent-elles, les trois principales de résistance soutiennent-elles le fils du Shah? Voilà. Et est-il dans la boucle également? Alors, je ne sais pas si Israël a un plan avec des gens à l'intérieur du pays, peut-être. La seule chose qui est sûre, c'est ce que demandent les Iraniens aujourd'hui, c'est ne frappez pas les installations nucléaires. Parce que si vous frappez les installations nucléaires, déjà il y a des risques pour la population. Et ensuite, vous réglez le problème du nucléaire, mais vous ne réglez pas le problème du terrorisme. Et vous ne réglez pas le problème idéologique, ni la cause du peuple iranien. Donc si jamais il devait intervenir, je pense que ça serait plus bénéfique pour nous d'aller chercher les bases du CEPAN ou Khomeini que d'aller taper le nucléaire. Pour les trois organisations, alors le fils du Shah, ça serait trop long de revenir sur l'historique de qui était vraiment le Shah, comment les choses se sont faites, qui étaient les révolutionnaires de l'époque, mais pour faire très gros, ça a été une alliance entre les islamistes et les marxistes communistes à la solde des soviétiques, qui ont finalement fait basculer l'Iran dans l'obscurantisme. Donc je ne sais pas de quelles trois organisations vous parlez. Alors si vous parlez des Moudjahidines Echal, ok, donc c'est une secte islamiste et marxiste, avec le même gourou depuis près de 40 ans, qui a commis de nombreux attentats, qui ont tué des Américains, qui ont tué des dizaines de milliers d'Iraniens pour Khomeini, au moment de 79, puis pour Saddam Hussein, et qui ont tué aussi énormément de Kurdes irakiens, et qui représentent personne en Iran. Et d'ailleurs, les Iraniens les attendent après la Révolution pour pouvoir les juger pour tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'ils ont commis contre notre peuple. La deuxième et la troisième organisation, c'est, vous parliez de... Je ne les connais pas toutes, mais comment dire, il n'y a pas simplement, j'imagine, à l'extérieur le Shah, quoi, je veux dire, l'organisation... Fedayeen al-Kaf, non, il existe encore. Fedayeen al-Kaf. Ah bon, non. Non, après, c'est vrai que, moi je le dis souvent, hein, un président de la République en France, il est élu avec 20% au premier tour. Là, il a 70% d'opinion favorable, je pense qu'on est largement au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il arrive quand même à rallier très largement le peuple, sans oublier, c'est très important parce qu'il le répète vraiment sans cesse, c'est que le but n'est pas d'instaurer une monarchie. C'est uniquement d'amener les Iraniens de pouvoir avoir un gouvernement transitoire, d'empêcher le chaos, de pouvoir mettre en place des élections libres, et ensuite les Iraniens décideront. Mais en tout cas, la personne à qui ils ont confié pour le moment leur confiance, c'est Reza Pahlavi. Bonsoir Mona, et je m'appelle Esther. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire merci, tout simplement, parce que depuis 7 octobre, vous êtes un peu ma lumière dans l'obscurité. Voilà, un franc-parler qui m'a heurté jusqu'au fond de mon âme, mes tripes. Et vous ne parlez pas d'ailleurs qu'avec votre cœur, ni à votre intelligence, mais effectivement avec vos tripes. Parce que quand on a été heurté comme vous l'avez été heurté en Iran, forcément aujourd'hui je sais ce que c'est. Parce que voilà, moi je le sais depuis un peu plus d'1 an. Et j'avais pas compris l'horreur que vous viviez depuis 1979 en Iran. Et moi perso, je vous demande pardon. Pardon de m'être réveillée aussi tardivement et d'avoir attendu l'horreur du 7 octobre. Voilà. Deuxièmement, vous parlez d'une prise de position de l'Occident. Est-ce que vous y croyez? Parce que moi j'y crois plus. On a un Occident qui, pour moi, a un double langage, qui va pleurer pendant 24 heures de 7 octobre et qui, dès le lendemain, va tourner sa veste, excusez-moi du terme, et qui va dire oui, on est un peu du côté des deux, un peu du côté de l'un, de l'autre, on ne veut pas heurter, puis on va arrêter un jour, président Iran, d'envoyer des armes à Israël, alors que la France n'envoie pas d'armes à Israël, soyons clairs.
Donc voilà, est-ce que vous y croyez? Parce que moi, j'y crois plus. Et comment on pourrait faire pour qu'elle se réveille, cet Occident qui s'endort pour moi? Voilà, merci Mona. Merci pour la séquence de plusieurs. Oui, c'est compliqué de continuer à y croire. C'est compliqué de continuer à y croire parce qu'on attend de nos dirigeants qu'ils soient finalement cette boussole pour le peuple. Et quand la politique du Quai d'Orsay ou la politique du président est influencée par la rue et le bruit que fait la rue et les manifs, on a tendance à perdre un peu espoir. Nous, on a vraiment vu des aberrations dans notre combat et pour nous, c'est complètement hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé de se battre pour que les plus gros financiers du terrorisme mondial soient juste classés comme organisation terroriste. C'est complètement hallucinant aujourd'hui de voir qu'il y a une inaction totale face à tous les groupuscules islamistes qui agissent totalement impunément dans les facs, dans la rue. C'est complètement hallucinant pour moi de voir qu'à chaque fois, c'est des associations qui sont obligées de saisir la justice pour apologie du terrorisme et que les décisions commencent à tomber et que systématiquement, les demandes sont déboutées pour liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un pays où on peut dire que le Hamas, c'est des résistants, que, pardon, mais violer des femmes jusqu'à leur briser les os du bassin, égorger des gens. Moi, je les ai vues, les vidéos du 7 octobre. Donc je sais la barbarie qu'il y a eu ce jour-là, et de me dire qu'on est quand même face à une justice qui dit non, c'est de la liberté d'expression d'appeler ces gens-là des résistants. Je crois qu'il y a une véritable défaillance aujourd'hui en Occident. Il y a des pays qui sont encore plus durement touchés. Quand je vois aujourd'hui l'Angleterre ou la Belgique, je me dis qu'on a encore quelques années devant nous pour tenter d'agir, mais effectivement, je pense qu'il faut que la majorité silencieuse sorte de son silence parce qu'on est bien trop peu à le dénoncer. Il faut arrêter de trembler. Parce qu'on est des cibles, parce qu'on est peu finalement à rester debout, alors que finalement tout le monde, et c'est pas que nous, moi je parle à des dizaines de professeurs tous les jours sur les réseaux sociaux qui me disent il y a des thèmes que je ne peux plus aborder. Je peux même pas parler des femmes iraniennes parce que je sais que c'est un sujet touchy. On avait invité des dizaines et des dizaines de collégiens et lycéens à venir voir un documentaire qui s'appelle 7 hivers à Téhéran, qui est l'histoire d'une jeune femme qui se défend au moment d'un viol et qui tue son agresseur, et qui pendant 7 ans va se battre et qui finira en séquence et des risques. Alors on va se faire égorger, mais vous êtes complètement fou, on va se faire tuer. Et je me suis dit, mais vous vous rendez compte qu'en France, alors on est en 2023 à ce moment-là, les écoles ont peur d'emmener des collégiens et des lycéens voir un documentaire réel, de peur d'être égorgés. Et finalement, on a tout normalisé. Vous vous rendez compte qu'on a égorgé un professeur? On a posé sa tête sur un trottoir et tout le monde a normalisé ça. On a tué nos journalistes pour des dessins. Et on a normalisé ça. On a tué des enfants juifs à bout portant dans une école. On s'est habitué à ça aussi. Et je ne comprends pas comment on peut continuer à s'habituer à de telles choses. Et quand on a la chance d'avoir des peuples à l'autre bout du monde qui sont en train de se battre contre nos ennemis, de leur tourner le dos et de dire non, nous on va courber les chines devant les islamistes et on va signer un deal. C'est honteux. Voilà. Je voudrais juste réagir parce que je trouve que tu exagères un peu. L'Union européenne a décidé en octobre 2022 un paquet de sanctions, de 10 paquets de sanctions contre l'Iran, parmi lesquels c'était suite à l'assassinat de Massa Amini évidemment. Interdiction de pénétrer le territoire européen de personnes listées, à savoir tous les membres des gardiens de la Révolution, gel des avoirs de tous les dirigeants iraniens, interdiction de vendre des équipements utilisés pour la répression ou pour les systèmes de surveillance, sinon sanctions liées à la fourniture de matériel de guerre iranien à la Russie. Et j'ajoute qu'au même moment, certes, je suis d'accord avec toi, Biden a fait preuve d'une extrême faiblesse en début de mandat, mais à partir d'octobre de l'année dernière, il a ajouté à la liste des bateaux qui exportaient illégalement du pétrole brut iranien vers la Chine, parce que la Chine, il faut le savoir, est le seul et unique acheteur du pétrole iranien aujourd'hui et fait vivre le régime. Biden avait ajouté 55 battants pavillons de complaisance à la liste des bateaux interdits. Et j'ajoute que plusieurs dizaines de ces tankers sont actuellement bloqués sur les côtes de Malaisie parce qu'ils ont été identifiés par les Américains comme transportant illégalement le pétrole iranien qui est interdit à la vente par les Occidentaux. Donc, je suis d'accord que nous n'en faisons pas assez. Bien sûr, nous ne faisons pas assez pour soutenir le peuple iranien. Mais dire que nous ne faisons rien, je ne suis pas d'accord. Je précise juste, parce que c'est important. Effectivement, il y a 20 entités qui sont sous sanction, mais pas le corps des gardiens de la Révolution. Et c'est ça qui change tout.
puisque si vous mettez 100 têtes, ils sont 300 000. Donc si vous mettez 20, 30, 40 têtes, vous n'empêchez pas oui, vraiment ils sont 300 000. Nos ONG de pouvoir les attaquer en justice. Concernant Joe Biden, je disais à partir d'octobre, 2 semaines après le 7 octobre, il a débloqué 10 milliards de dollars. Il a redébloqué 10 milliards de dollars en avril. Quand il y a eu les 3 officiers américains qui ont été tués sur une base, il a retrouvé la République islamique à Oman et leur a demandé de se remettre à la table des négociations pour signer un accord. Donc si vous voulez, il y a une version qui est effectivement sympathique de dire qu'il a agi, mais la réalité c'est que nous on la connaît par cœur puisqu'on étudie les chiffres et quand on voit qu'ils ont multiplié par 14 leur vente journalière de pétrole dès l'instauration de l'administration Biden, on ne peut pas l'excuser parce que ce que vous voyez comme des sanctions, nous on le voit en vie humaine. Et quand je vous dis que 200 milliards de dollars supplémentaires ont été débloqués au régime pendant le mandat de Biden, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de choses. Joe Biden, le 15 septembre 2023, c'est-à-dire la veille de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, a débloqué 6 milliards de dollars pour récupérer 5 otages américains et leur a rendu des terroristes. Ça a été le deal de la honte à tel point que même les démocrates se sont mobilisés pour tenter de bloquer cette somme et de dire surtout ne faites pas ça. C'est un drame pour les Iraniens, mais aussi pour les Américains si jamais on cède avec une telle somme. Ça a été ce que même les médias américains ont appelé le deal de la honte. Donc c'est vrai que vu d'un point de vue occidental, vous pouvez avoir l'impression que ces sanctions sont efficaces. Mais si nous on en demande des plus efficaces, c'est parce qu'on sait qu'elles ne le sont pas, celles qui sont là. Et d'ailleurs, vous parliez de régimes, des sociétés qui oppriment les Iraniens. 6 mois après, l'Union européenne a retiré de sa liste de sanctions la société qui permettait de brouiller Internet en Iran. La société Bosch, que j'ai dénoncée, j'ai été menacée pour ça, a vendu des caméras qui permettent de détecter les visages, les regroupements d'Iraniens et qui lancent des alertes au corps des gardiens pour pouvoir aller massacrer les jeunes dès qu'ils sont plus de 5 à se réunir. Donc vous voyez, quand vous avez l'envers du décor et que vous travaillez sur chaque détail de chaque sanction et de qui est impacté, je vous promets qu'on est très loin de faire ce qu'il faudrait faire. Voilà. Madame, merci infiniment pour tous ces propos et je vais juste ajouter quelque chose à tout ce qu'on a entendu parce qu'il y a tellement de questions en fait qu'on a envie de poser et tellement de désarroi devant la situation. Pour nous aider à y voir un tout petit peu plus clair sur ce qui se passe ici dans la rue en France, j'ai le souvenir d'avoir participé à une manifestation à Place Victor Hugo. Et à ce moment-là, j'ai eu un coup de téléphone de copain qui me disait « Mais où es-tu? Je suis moi à la manifestation Femmes, Vie, Liberté, place de la République. » Je dis « Ben non, c'est pas possible. » C'était les mêmes slogans. Est-ce qu'on peut avoir des explications là-dessus? Autant le peuple iranien est assez uni derrière la même ligne idéologique, le même leader et le même positionnement géopolitique, autant dans la diaspora c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que au moment de la révolution de 79, tous les marxistes, communistes, etc., qui avaient aidé les islamistes à prendre le pouvoir ont été les premiers à se faire massacrer. Donc ils ont aussi été les premiers à fuir l'Iran et pour beaucoup ils se sont réfugiés en France. Ces gens-là, comme leurs descendants, portent toujours la même idéologie. Donc c'est une idéologie qu'on pourrait, pour vulgariser les choses et pas perdre trop de temps sur le sujet, mais qui serait l'équivalent à peu près de LFI en France. Donc la manifestation dont vous parlez, et d'ailleurs LFI a été conviée à cette manifestation à prendre la parole, et nous on l'a dénoncé parce qu'il y avait le visage de Mahsa Amini sur leur affiche, avec le logo d'une association pro-palestinienne, et quand j'ai été vérifier l'association, c'était une association totalement pro-Hamas, qui partageait carrément la chaîne Al-Quds, qui est carrément la chaîne de l'axe de la résistance terroriste. Donc si vous voulez, idéologiquement, ces gens-là n'ont absolument rien à voir avec le peuple iranien. Et pour moi, ils ont trahi ce jour-là, parce que le jour de la mort de Mahsa Amini, là où les Iraniens étaient en train de crier au monde « Soutenez-nous pour nous aider à faire tomber l'axe de la résistance », eh bien, on avait nos idiots utiles aussi de la diaspora qui organisaient des manifs avec LFI, avec des logos d'associations pro-Hamas,
et qui salissent surtout le nom de Mahsa Jina Amini. Donc voilà pour les deux courants aujourd'hui qu'il y a en France. Est-ce que ce sont les Moudjahidines du peuple? Non, les Moudjahidines sont à autre part. chose. Et alors, on peut avoir un mot d'explication sur ces Moudjahidines du peuple, qui sont Alors, aussi, quand on va voir sur Internet, avec des femmes voilées et... Enfin, mais déjà, c'est un bon indicateur. Quand vous voyez une Iranienne voilée, généralement, ça sent mauvais. Vraiment, je vous dis... non, mais c'est sérieusement, vous trouvez très très peu de... je suis désolée, oui, je préfère être... Vraiment, parce que quand vous voyez une Iranienne voilée, soit elle fait partie du régime, soit c'est souvent qu'elle fait partie des Moudjahidines. Et d'ailleurs, elle le noue un peu comme nos mamies à l'époque, vous voyez, avec le petit nœud comme ça. Quand vous voyez ça et qu'il est rouge ou bleu turquoise, fuyez. Mais donc oui, c'est les Moudjahidines du peuple, mais voilà, c'est encore pareil. C'est une organisation qui était classée comme terroriste jusqu'à il y a une dizaine d'années, que l'Occident a retiré de ses listes terroristes parce qu'ils nous ont fait la promesse de ne plus agir de manière violente. Mais c'est des gens qui ont le sang de dizaines de milliers de personnes sur les mains et qui sont accueillis en France, donc qui ont leur base dans le 85, à Auvers-sur-Oise. Et ils vivent donc comme une secte en entre-soi, avec des mariages entre eux. Toute personne qui chercherait à quitter la secte est menacée de mort, parfois même rattrapée, enfermée, torturée. Il y a un rapport très complet du FBI sur eux, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on dénonce nous depuis des années maintenant, et ce qui est absolument terrible, c'est que les Moudjahidines du peuple ont leur vitrine au sein de l'hémicycle. Et ça s'appelle le comité parlementaire pour un Iran démocratique, donc en façade c'est très joli, mais derrière en fait c'est une succursale des Moudjahidines du peuple au sein de l'Assemblée nationale, et en fait ils vont chercher le vote des députés. Alors au Sénat ça marche pas parce que les sénateurs sont d'une autre génération pour la plupart, donc ils connaissent très bien les Moudjahidines, donc ils les ont envoyés balader, mais on se retrouve du coup avec des 200-300 députés qui signent leur tribune, qui apportent leur soutien à Mariam Rajavi. Donc nous on arrive derrière, on est obligé de prévenir député par député que, attention, vous êtes donc une fois qu'ils le savent, ils retirent leur nom, mais en fait ça nous fait un travail titanesque. Donc ça fait près de 2 ans qu'on demande à Yael Braun-Pivet, mais aussi de manière générale, à ce qu'on ferme le CPID pour arrêter de laisser cette vitrine à une organisation islamiste pour agir impunément sur le sol français. c'est fou, quoi. Ah, d'ailleurs, détail important, quand vous voyez des petites tentes blanches dans les rues de Paris, c'est jamais nous, c'est toujours eux. Donc en plus, ils réclament de l'argent, ils demandent des signatures, donc ne signez pas. Et un bon indicateur, vous leur dites femme Azadi. S'ils s'énervent, c'est que vous êtes du côté des Moudjahidines, voilà. Merci, bonsoir pour toutes vos explications. J'ai retenu 2 choses dans vos propos. La première chose, c'est que vous vous battez pour la démocratie et vous dites que le peuple iranien est prêt à la démocratie. Et puis vous avez évoqué le comportement des démocraties occidentales finalement vis-à-vis de l'Iran. Et effectivement, la démocratie où il y a liberté d'expression que vous avez déploré dans certains cas. Et ces démocraties, ben, finalement, elles sont faibles. Parce qu'elles sont faibles, elles ne sont pas assez fermes vis-à-vis de l'Iran. Donc, c'est pas une remise en cause de vos objectifs que je partage à 300%, mais néanmoins, vous voulez instaurer une démocratie en Iran tout en reconnaissant que les démocraties sont faibles. Et est-ce que là, quand il s'agit de défendre des causes justes, et donc où est-ce qu'on met le curseur de la fermeté que certains gouvernants peuvent avoir? Qu'est-ce que vous suggérez comme curseur de fermeté pour que les démocraties soient plus fortes tout en restant démocratie, sans tendre vers ce que l'homme aux cheveux orange de l'autre côté de l'Atlantique? On a déjà tout l'arsenal à notre disposition pour maintenir nos démocraties. Il faut juste qu'on ait une prise de conscience. Ça fait 16 ans d'affilée que les démocraties reculent dans le monde. Et je pense que pour tout ce qu'on a évoqué ce soir, il y a des lois qui existent, il y a moyen d'agir, mais il faut une volonté politique. Alors concernant l'Iran, c'est le contraire. Moi je dis toujours, sans vouloir offenser personne, mais que les Iraniens ont 45 ans d'avance sur l'Occident, parce que finalement tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui entre cette union de l'extrême gauche et des islamistes, la cause palestinienne qui sert de cheval de Troie pour instaurer une idéologie, tout ça, nous, on l'a vécu il y a 45 ans, et c'est pour ça qu'on alerte aussi fortement. La laïcité, je pense que dans l'Iran de demain, vous n'aurez certainement pas un autre pays aussi laïque que l'Iran, parce que justement, on aura tiré les leçons
de tout ce qu'on a vécu. Et finalement, vous savez, la France, je ne nous le souhaite pas, mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vécu de guerre, qu'on n'a pas vraiment été attaqué. Les Français n'ont pas connu la dictature, n'ont pas connu la torture, n'ont pas connu les arrestations arbitraires. Et quand on a un peuple qui a été à ce point-là meurtri, il est prêt à tout pour la conserver, cette démocratie, le jour où il est là. Donc je pense qu'il y a plus à s'en faire de notre faiblesse, à de ne pas utiliser les armes qui sont les nôtres pour maintenir notre démocratie, que d'inquiétude à avoir sur la force de la démocratie iranienne de demain. Bonjour. Merci déjà pour votre intervention qui était très intéressante. J'ai deux questions plus une remarque. Tout d'abord, ma première question elle concerne vos propos à propos de l'islamophobie et vis-à-vis de la jeunesse du concept, où vous avez mis en évidence le fait que le concept venait potentiellement de Khomeini, qui l'a lui-même inventé. Et je suis d'accord avec vous sur ce point-là, que nous devons combattre l'islamisme radical sur le plan international pour libérer le peuple israélien ainsi que d'autres peuples du Moyen-Orient. Cependant, est-ce que vous ne pensez pas que de là à expliquer que l'islamophobie en France n'existe pas est une erreur, dans le sens que une partie de la population française de confession musulmane qui existe bel et bien sur le plan politique et qui, tout comme vous en tant que population venant d'Iran, a des revendications politiques, elle a une revendication politique qui est de faire en sorte que l'islamophobie soit considérée comme réelle et comme une revendication à mettre sur l'agenda politique en vue de régler cette problématique. Je vous réponds peut-être déjà à celle-là et après on fait la deuxième, comme ça c'est plus simple. Alors je vais être très honnête avec vous. Pourquoi je dis que l'islamophobie n'existe pas? Parce qu'en fait on est dans un pays libre dans lequel le blasphème n'existe pas et qu'on est tout à fait libre de critiquer une religion. Je me suis toujours opposée au fait de s'en prendre à quelqu'un pour sa religion et c'est ça que punit la loi française. C'est-à-dire que si demain vous vous en prenez à un musulman parce que musulman, la loi vous empêche de le faire et vous êtes puni. Par contre, critiquer l'islam dans ses dogmes misogynes ou violents, on a le droit de le faire. En fait, la différence est là. Et je vais même aller plus loin, puisque quand il y a eu la loi sur l'abaya, même si je trouve ça complètement hallucinant de vouloir brandir un abaya, parce qu'on sait tous pourquoi l'abaya a été utilisée à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était une erreur, parce qu'en fait, on s'en prenait à ce qui se passait en bas de l'échelle, au lieu de s'en prendre à l'idéologie qui poussait de jeunes femmes à finalement choisir un marqueur islamique pour se différencier. Et finalement, on ne faisait que renforcer l'islamisme, puisque plus ces gens-là, plus cette jeunesse va se sentir exclue, plus elle va se sentir pointée du doigt et plus elle va se radicaliser. Donc moi, je trouvais ça un peu facile d'aller interdire l'abaya, mais de ne jamais, par exemple, classer les frères musulmans comme organisation terroriste, ne jamais fermer, par exemple, AJ+, qui est aujourd'hui une chaîne de propagande et tout le monde le sait, de ne jamais agir de manière ferme et nationale contre les imams radicalisés qui prêchent justement ce discours-là, de ne jamais s'en prendre à TikTok. Il suffit de passer 2 heures sur TikTok pour voir que c'est le moyen de radicalisation le plus rapide de la jeunesse. Donc j'avais un peu l'impression qu'on allait taper là où c'était facile, où c'était sensationnel, mais que finalement on ne s'en prenait pas à la base du problème. Et moi j'ai pas de problème avec les musulmans, mais j'ai un problème avec l'idéologie. Donc ce que je fais, c'est que je critique l'idéologie en espérant ouvrir les yeux à d'autres femmes pour qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas obligées de valoir la moitié d'un homme pour être respectées. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais justement, le concept d'islamophobie ne porte pas que sur la question dont vous faites part. C'est un peu comme vous avez dit vis-à-vis des Iraniennes, où on met en évidence juste le phénomène du foulard et la libéralisation par le foulard pour pouvoir mettre en avant une revendication politique. Là, les femmes musulmanes ou les hommes musulmans qui revendiquent l'islamophobie revendiquent une structure de domination, non pas le fait de ne pas pouvoir porter le voile, mais une structure qui vont les empêcher, par exemple, d'obtenir des positions de pouvoir dans la société. Et c'est en ça que l'islamophobie... Dans quel sens, quelle position de pouvoir? C'est-à-dire, par exemple, des positions politiques, des positions de pouvoir au sein des entreprises. Mais il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui dans la tête des entreprises. Dans les députés, dans les... D'un point de vue statistique, c'est pas le cas. Et il y a aussi des démonstrations statistiques qui ont été démontrées que quand on a un nom à consonance musulmane, quand on va par exemple envoyer des CV, et c'est de l'islamophobie, parce que les noms renvoient à des confessions religieuses, les noms des personnes. Ils ne renvoient pas qu'à des origines, ils renvoient à des confessions. Très bien s'appeler Mohamed et comme les prénoms.
Par exemple, il y a énormément de Français qui peuvent s'appeler Jean. Jean, c'est un apôtre, et donc à partir de là, on peut en convenir qu'il y a une confession religieuse, une histoire sociale et religieuse qui est en association avec ce nom. Et donc les noms ne sont pas que dus à un racisme, ils peuvent être dus aussi en rapport au rejet d'une forme de religion. Oui, c'est la haine du musulman, mais l'islam... Donc il y a une haine, et c'est une islamophobie. Non, l'islamophobie, c'est pas ça. Parce que c'est la peur de l'islam, et donc ça serait empêcher toute critique de l'islam. Et croyez-moi, dans un pays où on pend les gens pour illimiter envers Dieu, on ne peut pas laisser élargir la définition de ce mot jusqu'à dire qu'il faudrait se taire sur ce qu'est l'islam, juste pour ne pas offenser. Et c'est ça, c'est très différent du fait d'être discriminé pour ses origines ou pour sa religion. Et croyez-moi, le racisme, je sais ce que c'est. En plus, j'ai un conjoint qui est franco-ivoirien, donc je sais très bien à quel point on peut être discriminé dans la société, mais c'est encore un autre problème. Le fait de mettre l'islamophobie sur le terrain, et on voit comment il est utilisé, puisqu'il est brandi à tour de bras par exemple LFI, dès qu'on cherche à faire respecter la laïcité. Et les atteintes à la laïcité, elles sont réelles. Et aujourd'hui, moi je vois bien quand il y a eu le principe de l'abaya, et pourtant je vous ai dit, j'étais la première à dire que c'est pas forcément une bonne idée d'aller taper sur l'ado plutôt que de taper sur l'idéologie. Mais la réalité, c'est qu'en 2016 et en 2017, les femmes saoudiennes au péril de leur vie ont lancé un mouvement qui s'appelait l'abaya à l'envers. Elles portaient l'abaya à l'envers pour lutter contre l'oppression islamique que représentait ce vêtement pour elles. Elles ont gagné, à tel point que MBS a même interdit l'abaya pendant les exercices scolaires à l'école. Donc vous vous rendez compte que la Mecque interdit, mais que nous en France on tremble parce qu'on nous brandit la carte de l'islamophobie. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire attention avec ce mot, parce que ou alors on en trouve un autre, la discrimination envers les musulmans, la haine des musulmans, mais l'islamophobie en tant que telle, et d'ailleurs il a été idéologiquement fabriqué et développé par Khomeini, justement contre les femmes iraniennes, pour leur dire vous vous en prenez à l'islam, donc vous êtes islamophobe. Donc on dit la même chose, juste le terme que vous voulez employer, moi je suis pas d'accord parce que sinon vous m'empêchez de critiquer le dogme islamique. Voilà. Et ensuite, vous mettez aussi en évidence l'horreur du 7 octobre, qui est bien une horreur, et je suis totalement d'accord sur ça avec tout le monde, sur le fait que c'est une horreur. Cependant, mettre en évidence le fait que le Hamas est une organisation terroriste, cela aussi est réel. Je suis d'accord sur ce point-là. Cependant, on convient sur cette définition-là, et l'a dit, mais vous ne pensez pas que la dynamique entre Israël et la Palestine est tellement complexe qu'on ne peut pas analyser ce phénomène à travers juste la problématique et enfin la journée du 7 octobre, dans le sens où vous parlez par exemple un apartheid genré en Iran. Aujourd'hui, il y a des sociologues, des politologues qui mettent en évidence aussi le fait qu'il y a un apartheid au Moyen-Orient et qui a bien lieu en Israël et que c'est Israël qui organise cet apartheid-là aussi. C'est pas des conneries, c'est aussi... Il y a 20% d'Arabes qui vivent tranquillement. Elle a parlé du Moyen-Orient ainsi que de l'Iran. Elle a parlé des problématiques géopolitiques au Moyen-Orient. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et donc, et on voit vos réactions. Hein, ça veut dire qu'on est normalement gouverné par la raison et nous n'avons pas le droit de poser une question. Je dois juste me taire en fait d'après vous. Ah bah voilà, juste pas dire des conneries. C'est vos attaques à dominer. Ça strictement rien. Alors je vais vous répondre. Effectivement, ça n'a pas commencé le 7 octobre et effectivement, il aurait été possible d'avoir une solution à deux États dès le début. Peut-être que ce conflit, vous le voyez d'un œil occidental, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez vu, mais nous, en tant qu'Iraniens, on ne l'a pas vécu comme vous. Alors il faut savoir que les Juifs ont été persécutés au Proche et au Moyen-Orient bien avant... les Européens. Avant tout. Et au Yémen, et en Syrie, en Irak, où ils sont passés les Juifs. La Shoah. Est-ce que vous acceptez pas que en Europe. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque du grand-père Pahlavi, donc de Reza Shah Pahlavi, il y a eu des pogroms d'une intensité terrible en Irak, avec des lois antisémites, de véritables massacres. Et les juifs irakiens étaient obligés de passer la frontière pour rentrer en Iran pour éviter de tous se faire exterminer. Donc non, il n'y a pas eu qu'en Europe que les juifs ont été exterminés. Ils ont aussi été exterminés au Proche et au Moyen-Orient.
Maintenant, sur l'histoire des mouvements palestiniens, nous, on a vu ce que ça a donné en Iran, puisque les fédayines palestiniens ont entraîné les fédayines iraniens et les marxistes iraniens aux techniques de terrorisme et de massacre de civils pour les aider à renverser à l'époque le Shah d'Iran. Les mêmes organisations palestiniennes en allant au Liban ont massacré plus de 120 000 chrétiens libanais, ont déclenché une guerre civile qui a duré 15 ans, puis ensuite une occupation syrienne qui a duré 15 ans. Et puis ils ont aussi été accueillis en Jordanie, où ils ont aussi commis des massacres, où ils ont tenté de renverser le pouvoir et où ils ont fini massacrés parce que le roi de Jordanie ne voulait pas laisser son pays gouverner par cette idéologie-là. Et puis ils ont aussi été accueillis au Koweït. Et au Koweït, malgré tout le respect qu'on leur a donné et l'asile qu'on leur a offert, le jour où Saddam a attaqué le Koweït, eh bien, ils se sont rangés du côté de Saddam pour aider à massacrer les Koweïtiens. Concernant l'Iran, après avoir entraîné toutes ces milices terroristes qui ont massacré mon peuple, Arafat a été le premier dirigeant à venir et à saluer Khomeini. Les photos sont là d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Et encore une fois, après avoir massacré les Iraniens, dès que Saddam a attaqué l'Iran, ils ont tourné le dos à la République islamique et ils nous ont attaqués avec les Irakiens. Donc si vous voulez, oui, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et le Shah d'Iran disait toujours quelque chose. Il disait, le jour où les Palestiniens comprendront que le terrorisme et la violence ne mènent à rien et que la paix coûte beaucoup moins cher que la violence, alors ils auront une chance d'un avenir meilleur. Ça fait plus de 70 ans qu'ils ont décidé de miser sur cette forme que vous appelez résistance et que nous on appelle terrorisme parce qu'ils ont tué chacun d'entre nous, qu'on soit libanais, qu'on soit syrien, qu'on soit koweïtien, qu'on soit iranien, eh bien il y aura une chance de paix. Mais en l'occurrence, c'est eux qui ont refusé à chaque fois la solution à deux États. Et à chaque fois, le schéma a été le même. Les pays arabes ont attaqué, ils ont perdu des territoires et ils se sont plaints. Et au lieu d'en tirer des leçons, ils ont recommencé. Et je vais même aller plus loin. Si demain l'Iran est libéré, ce sera peut-être la première fois qu'on verra deux peuples amis signer un véritable accord de paix et peut-être montrer l'exemple aux autres pays arabo-musulmans pour enfin accepter une paix. Et quand vous parlez d'apartheid, j'ai juste une chose à vous demander. Moi, j'étais en Israël. Sur les paquets de cigarettes, c'est écrit en hébreu. Ouais, je fume, c'est pas bien. Mais c'est écrit en hébreu ou en arabe. Quand j'étais sur la plage, j'ai entendu l'appel à la prière. Je peux vous dire, je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un appel à la prière. 20% aujourd'hui en Israël des habitants sont arabes musulmans. Vous pouvez me dire combien il reste de juifs dans les pays arabes au Proche et au Moyen-Orient? C'est ça.